À tous. Bonjour à tous. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous nous entendez et vous nous voyez bien. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. Je vois des bonjours dans le chat. Bonjour à tous. Donc, je pense que vous nous entendez et vous nous voyez bien. Parfait. Hop, super. Eh bien, écoutez, je vois encore des personnes qui arrivent, mais on va commencer tranquillement. Alors, moi, je me présente, je suis Mathilde de Goldmap, du coup, donc un organisme de formation qui propose des actions de prévention, santé et sécurité aux salariés, donc partout en France. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Aladjiba, qui va nous raconter son parcours autour du handicap. Et petite précision, du coup, ce webinaire vous est offert par Welly, votre partenaire de service. Voilà, bon webinaire à tous. On va faire des petites questions-réponses avec Aladji pour qu'il nous parle de son parcours. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions au fur et à mesure, à les poser dans le chat. Et moi, du coup, je les présenterai pour que Aladji puisse y répondre. Mais du coup, on va pouvoir commencer. Donc, Aladji, bonjour. Est-ce que pour Bonjour. commencer, vous pouvez nous raconter votre histoire et nous parler un petit peu de vous pour qu'on apprenne à vous connaître? Bonjour à tous. Alors, pour faire très simple, donc moi je suis non-voyant depuis l'âge de 5 ans. Alors, c'est arrivé à la suite d'une maladie qu'on appelle le rétinoblastome, qui est en fait le cancer de la rétine, pour parler en français, qu'on a découvert quand j'avais 1 an et demi. Donc, il a fallu opérer à plusieurs reprises. Et on a découvert qu'à l'âge de 5 ans que je ne pourrais plus du tout voir, donc je me suis fait opérer. Et la chance que j'ai eue juste avant de me faire opérer, c'est que donc j'étais en maternelle à ce moment-là. L'institutrice que j'avais en maternelle m'a fait tout un travail autour des couleurs, de la lumière et tout ça. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis non-voyant, mais je ne suis pas dans le noir total. Donc voilà, je suis pas dans le noir total. Je suis dans le noir total, mais ce que je veux dire, c'est que j'arrive à imaginer les choses qui m'entourent avec des couleurs, avec les choses. Donc, c'est ce qui n'est pas forcément le cas de tous les non-voyants. Moi, en tout cas, j'arrive à imaginer les lieux dans lesquels je me trouve. Je suis un peu dans un monde en 3D, on va dire, si on parle un peu comme dans les jeux vidéo. Je suis un peu dans un monde en 3D, ce qui fait que quand je me déplace quelque part ou quand je suis quelque part, j'arrive à imaginer les lieux, les gens, puis quand on me parle d'objets qu'on me décrit avec leurs couleurs et tout, ben, je comprends ce qu'on me dit. Voilà. Donc j'ai perdu la vue donc, totalement à l'âge de 5 ans. Et je suis rentré en institut spécialisé pour personnes déficientes visuelles ensuite, pour mon CP. Donc j'ai fait on va dire, des études en lisant et en écrivant le braille, qui est une écriture spécifique pour les personnes déficientes visuelles. Et c'est aussi dans ces années, on va dire, d'abord de primaire et ensuite de lycée, que j'ai pratiqué le sport d'abord et ensuite l'athlétisme, et qui m'a amené à faire de l'athlétisme un peu plus tard. D'accord. Donc, voilà. Et pour compléter, du coup, comment vous avez vécu l'annonce ou la découverte de votre handicap, du coup? En fait, moi, je l'ai découvert, on va dire, comme un enfant, c'est-à-dire que je l'ai pas, on va dire que je l'ai subi sans trop comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est bien après que j'ai compris que je n'y voyais plus. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais petit, je me déplaçais beaucoup tout seul dans la rue, même quand je voyais qu'un tout petit peu, que j'avais qu'un seul œil. Et, et quasiment du jour au lendemain, j'arrivais plus du tout à me déplacer seul, puisque dès que je me déplaçais, je me cognais. Et, euh, et donc, voilà, ça a été, alors, parce que moi je m'en souviens pas, ça a été un peu difficile pour moi au début, parce qu'il fallait que je m'accroche aux gens.
Et puis après, ben, quand j'ai perdu totalement la vue et que je me suis retrouvé dans cet institut spécialisé, euh, mais j'ai appris à me déplacer seul dans les lieux et sans canne, puisqu'en fait, quand on est dans une école ou dans un établissement qu'on connaît, on se déplace sans canne. Et puis surtout, c'est que quand on est petit, on n'apprend pas à utiliser la canne ni le chien guide quand on se déplace, mais on se déplace seul. Et voilà. Donc après, j'ai essayé de passer par-dessus cette problématique, en tout cas quand j'étais déjà petit. Puis après, le sport m'a encore plus aidé. D'accord. Et du coup, vous avez commencé par quoi comme sport avant de commencer l'athlétisme? Alors, bah, en fait, donc en primaire, on avait des cours de PS, comme un peu tout le monde. Et j'ai commencé, bah, on faisait un peu différents sports qui étaient plus ou moins adaptés pour nous. Et puis, alors le vrai sport que j'ai fait en premier, c'était le judo. J'ai commencé par le judo. Et le prof de PS aussi voyait que j'avais des capacités en athlète. Donc, il a proposé, il a demandé aux éducateurs spécialisés que j'avais à l'Institut de me proposer de faire de l'athlé avec eux le mercredi. C'était un peu une sorte d'AS athlé. Et on pouvait faire aussi des compétitions le week-end, des compétitions d'e-sport. À l'époque, il y avait beaucoup de compétitions d'e-sport qui a beaucoup moins aujourd'hui, ce qui est quand même assez bizarre. C'est-à-dire que plus les années avancent, moins il y a d'événements organisés autour du handisport. Alors qu'à l'époque, on avait quasiment des compétitions handisport en région parisienne. En tout cas, on en avait quasiment au moins une ou deux par mois, en fait. Donc voilà. Ok. Et du coup, c'est à partir de quel moment que ça a marqué vraiment le début de votre parcours vers le sport paralympique? Comment ça s'est passé après? Alors, ça a été en plusieurs temps. Quand j'ai commencé à faire un peu d'athlète étant petit, ça a coïncidé avec la, la découverte d'un grand athlète qui est Carl Lewis. Et moi, j'avais suivi les Jeux de Los Angeles à l'époque. Et je me disais que j'aimerais faire comme Carl Lewis. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était, hein. Pour moi, c'était je vais courir. Je cours quand je fais des compétitions. Mais les Jeux Olympiques, tout ça, pour moi, ça ne me dit rien. Je disais que j'aimerais bien courir comme lui, mais sans m'imaginer aller aux Jeux Olympiques parce que je savais que c'était quelque chose d'énorme, mais qui n'était pas du tout à ma portée. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit souvent que je n'ai jamais rêvé d'être sportif de haut niveau. Je suis devenu sportif de haut niveau par hasard, parce que quand je commence l'athlé à ce moment-là, c'était vraiment une envie de courir, tout simplement. Parce qu'un aveugle, naturellement, ne court pas. Donc, c'est le seul moment où on a la possibilité de courir. J'ai arrêté l'athlétisme pendant 3 4 ans et je l'ai repris quand j'avais à peu près 18 ans. Et, et là, on a fait, encore pareil, c'est par le biais du prof de PS qui m'a proposé de faire une compétition avec des amis, puisqu'en en cours de PS, ben, ça se passait bien. Ben, en fait, on est allé faire une ou deux compétitions, et lors de ces compétitions, on a rencontré celui qui était le sélectionneur de l'équipe de France handisport à l'époque, qui s'appelle Jean Minier. Et Jean nous a repérés, nous a proposé de nous entraîner, parce qu'il voyait qu'on venait aux compétitions, qu'on était assidu aux compétitions, mais qu'on n'avait pas les codes. Alors que quand je dis qu'on n'avait pas les codes, c'est-à-dire qu'en athlée, on est censé pouvoir euh, comprendre qu'on a une chambre d'appel, quand on arrive sur la piste, on doit faire tel et tel geste et pas d'autres gestes, et ainsi de suite. Euh, Ça, il a vite compris qu'on était assidu, mais qu'on ne connaissait pas les règles et tout ça. Donc, il a voulu nous entraîner. Et pendant 3 ans, donc il nous a entraînés. Et moi, au bout de 3 ans, il m'a proposé d'aller voir un de ses amis qui était, lui, l'entraîneur national en e-sport à l'époque, et qui était entraîneur dans un club valide. Jusqu'à là, moi, je m'entraînais qu'avec des athlètes en handi.
déficience visuelle essentiellement. Et là, il me propose d'aller chez des athlètes, avec des athlètes valides dans un club qui se trouve dans le sud de Paris, à Antony. Et lors de ce... En fait, avant de rentrer dans ce club, on a fait un stage avec lui, avec Jean. Je suis allé faire un stage avec lui au sein du club. J'ai rencontré cet entraîneur qui s'appelle Olivier Dogno. Et Olivier, on a pu discuter, voir comment on pouvait adapter mes séances, machin. Il y a une seconde, je suis rentré et donc à ce moment-là, j'avais un guide qui s'appelait Nicolas, qui a dû arrêter parce que lui, il était steward, donc c'était assez compliqué de pouvoir cumuler et son boulot de steward et son rôle de guide. Et donc, il a fallu que je change de guide. Et il y a un des guides, un des athlètes d'Olivier qui s'est proposé de me servir de guide. Ce guide s'appelle Philippe. Et avec Philippe, on a commencé à s'entraîner. Mais surtout, on a commencé à s'entraîner comme on s'entraîne en club. Parce que jusqu'à là, moi, en fait, on s'entraînait entre nous. On n'était pas tout à fait un club puisqu'on faisait partie d'une école. Donc, c'était plutôt des entraînements, plutôt des entraînements. On avait un entraînement par semaine, donc c'était pas du tout des gros entraînements. Puis on n'avait pas les, la rigueur qu'on devait avoir pour certains entraînements. Et là, en fait, avec Philippe, quand on a commencé à travailler, il a fallu trouver des solutions pour pouvoir courir vite, à deux, sans se gêner. Et ça a été tout un problème parce que à l'époque, on n'avait pas de solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas de sprinter non-voyant français à haut niveau. Ça n'existait pas. On avait on avait des non-voyants sur du demi-fond, sur des longues distances, sur du marathon. Mais sur le 100 mètres, le 200 mètres et même sur la longueur, on n'avait personne à haut niveau. On était plusieurs à en faire, mais on faisait un peu tous, un peu comme on pouvait. C'était vraiment beaucoup de bricolage. Et il a fallu trouver des solutions pour aller de plus en plus vite et sans se gêner. Donc ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'engueulades aussi, parce que moi, les, euh, les codes de la clé, je ne les connaissais pas. Eux ne connaissaient pas la façon de travailler avec une personne déficiente visuelle, parce qu'une personne déficiente visuelle, on ne va pas l'entraîner comme on entraîne une personne qui voit. C'est-à-dire que quand on veut lui expliquer quelque chose, on est obligé de lui décrire totalement la chose, et en même temps, on est obligé d'utiliser les, euh, les membres, donc les bras, les jambes, les pieds, pour positionner la personne dans l'espace. Parce que on ne peut pas le faire. Une personne qui voit, en fait, on lui met une vidéo de sa position, puis on lui dit, mais ta position, elle n'est pas bonne, tu vois, tu dois être plus comme ci, tu dois être plus comme ça. Et on arrive à lui faire changer de sa posture. Un non-voyant, en fait, ben, la vidéo, ça ne lui sert à rien, à part le son de la vidéo, mais il faut que la personne puisse... et ça, en fait, à l'époque, on n'avait pas ce réflexe-là. Donc, ce qui veut dire que quand il y avait des choses qui étaient demandées, ben, moi, je ne les faisais pas forcément bien et je ne les comprenais pas. Et donc, c'était beaucoup d'engueulades. Puis après, on a compris qu'il y avait un vocabulaire à utiliser, qu'il y avait, qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient avec le tactile et tout ça. Et donc, petit à petit, on a réussi à faire des choses ensemble et on est allé de plus en plus vite. Et en allant de plus en plus vite, on est arrivé à faire des performances qui se rapprochaient des performances internationales. Et ces performances internationales nous ont amenés à rentrer en équipe de France. Mais c'était pas du tout voulu, c'est-à-dire que c'était vraiment du travail. Alors moi de mon côté, c'était pas du tout voulu. Mon coach, lui, c'était plus son ambition, parce qu'il voyait que j'avais des capacités que je ne voyais pas moi, mais il a toujours eu cette faculté à avoir les capacités chez les athlètes. Et donc moi, il m'a trouvé certaines capacités, et donc il m'a poussé petit à petit à aller à faire des compétitions, et au final à rentrer en équipe de France. Et au moment où je rentre en équipe de France, lui qui était l'entraîneur national, donc on a fait un stage. Et lors de ce stage, en fait,
à la fin du stage, j'ai eu une discussion avec lui. Et là, ce n'était pas mon coach qui me parlait, c'était l'entraîneur national. Et il me dit, il faut que tu fasses un choix. Parce que moi, à l'époque, je faisais du sport comme ça, comme je vous dis. Mais surtout, c'est que je faisais des études d'ingénieur de son et j'étais DJ. Et il m'a dit, il va falloir que tu fasses un choix. Parce que tu ne peux pas être et DJ et sportif de haut niveau. Il faut que tu fasses un choix. Et il m'a donné une phrase qui m'a fait réfléchir très longtemps. Euh, et qui m'a fait prendre ma décision. Il m'a dit, tu peux faire le sport maintenant et reprendre la musique plus tard. Par contre, tu peux pas faire l'inverse. Et donc, j'ai dit, bah ouais, il a peut-être raison. Et donc, j'ai décidé de suivre son idée. Et c'est comme ça que je suis devenu sportif de haut niveau et que petit à petit, après, il a fallu mettre en place des choses pour que je puisse m'entraîner pour participer aux différentes compétitions internationales. Ok, très bien pour ces explications. D'ailleurs, on a une question dans le chat, du coup, en lien un peu avec la relation avec votre entraîneur. Donc, la question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner ta vision sur la relation avec ton coach, qui doit être beaucoup plus forte, car comme tu le mentionnes, cela nécessite une approche totalement différente. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a le guide et l'entraîneur. Ce sont deux personnes différentes. Le guide, c'est celui avec qui je cours, qui reçoit les mêmes instructions que moi par le coach. Et le coach qui donne les instructions, les séances, et qui est, on va dire, l'œil extérieur qui va nous aider à gommer les erreurs qu'on fait. Euh, la relation qu'il y a entre l'entraîneur et moi, euh, on va dire, c'est un peu, si on pense entreprise, lui c'est le patron et moi je suis le manager. C'est-à-dire que je vais manager euh, une équipe de guides avec qui je vais m'entraîner en tant que sportif de haut niveau. Je vais m'entraîner 2 fois par jour et 6 à 7 jours par semaine. C'est-à-dire que il faut pouvoir combiner un travail avec différentes personnes, qu'elles soient dispo, et ces personnes, déjà, ben, je m'entende déjà avec elles, parce que s'il n'y a pas de relation de confiance et d'entente avec le guide, ça ne peut pas fonctionner. Euh, et il faut que ces personnes-là s'entendent entre elles aussi. Parce que si on imagine que mardi, je m'entraîne avec Paul et le mardi après-midi, je m'entraîne avec Jacques. Et si Paul et Jacques ne s'entendent pas, si Paul est blessé ou un empêchement le mardi matin, il ne va pas appeler Jacques pour lui demander de le remplacer. Par contre, si ils s'entendent très bien, ils vont gérer ça entre eux. Après, moi, je vais être entraîné par l'un ou par l'autre. De toute façon, ça revient au même, puisque le rôle du guide va être, euh, va, être, euh, va être là. Le coach, lui, je ne suis pas forcément obligé d'être en bonne entente avec lui. Alors, quand je dis ça, je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, souvent, les athlètes, les sportifs, on le voit souvent dans le foot aussi, vont décider de se séparer d'un entraîneur ou de partir d'un club parce qu'ils ne s'entendent pas avec l'entraîneur, euh, parce que eux veulent ça et l'entraîneur préfère faire ça. Alors que souvent, l'entraîneur, c'est celui qui a l'œil extérieur et il sait pourquoi il va faire ça et ceci et cela. Et on va dire que moi, j'ai eu une très très bonne relation avec mon coach, puisque c'est celui qui m'entraînait pendant un peu plus de 10 ans. Si ce n'était pas le cas, je serais parti depuis bien longtemps. Et il y a je me suis fait souvent engueuler parce qu'il y a des choses qui étaient pas bien faites, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en compétition. Euh, mais j'assumais cette engueulade. C'est-à-dire que quand il me disait, quand lui, il engueule, il engueule pour une bonne et simple raison.
Donc, et moi, j'accepte ce qu'il me disait, puisque c'est lui qui a les clés en. Donc, si. Mais quand ça allait pas, lui pouvait me dire, ben voilà, non, tu as fait telle et telle erreur, faudra que à la prochaine compétition, on fasse telle et telle chose, et ainsi de suite. Donc, la relation, moi, j'ai eu une très très bonne relation avec mon coach, même si, voilà, il y a eu des moments un peu difficiles. Ok, merci pour cette réponse. J'espère que ça a répondu à votre question, Jérémy. Et de toute façon, on pourra revenir un petit peu plus tard sur la notion après du guide. On a même une petite vidéo aussi à vous montrer pour vous donner un peu plus de détails. Mais peut-être, Aladji, on va revenir sur votre parcours un petit peu des JO, Ouais, enfin, des Jeux paralympiques, du coup, ouais. pour faire un petit point sur les épreuves, notamment les médailles, tout ça, si vous voulez nous partager un petit peu tout ça. Alors, alors j'ai eu trois participations aux Jeux paralympiques, Sydney 2000, Athènes 2004 et Pékin 2008. J'ai été médaillé deux fois, une fois à Sydney sur 400 mètres, médaille de bronze, et une autre fois à Athènes, médaille de bronze sur 400 mètres. Et souvent je l'oublie, mais en fait j'ai été remplaçante dans l'équipe médaille de bronze aux Jeux de Pékin sur le 4 fois 100 mètres, déficience visuelle. Et sinon, après, j'ai été médaillé aussi au championnat du monde en 2002 à Villeneuve-d'Ascq et en 2003 à Paris. Et j'ai été médaillé 5 fois au championnat d'Europe, une fois en 99 sur 200 mètres, deux fois en 2001 sur 200 et 400 mètres, une fois en 2003 sur 400 mètres et une fois en 2005 sur 400 mètres. Donc voilà. Ok, très, très beau palmarès, en effet. Euh, et du coup, on a dans le chat une question par rapport au guide, donc on va peut-être pouvoir en parler Oui, maintenant. ouais. Est-ce que le guide s'entraîne autant que vous pour pouvoir vous suivre? Vous avez évoqué 2 entraînements par jour. Suit-il la même cadence? Est-ce que là, du coup, on peut parler un petit peu voilà, de votre relation Alors, avec le ouais. guide, de vos entraînements, tout ça? Alors le guide, lui, c'est un athlète à part entière, c'est-à-dire qu'il est amené à s'entraîner autant que moi. C'est pour ça que je disais que j'avais besoin de plusieurs guides. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, ben, quand je m'entraînais avec Philippe en 98, au moment du stage de l'équipe de France et ensuite en stage club, que ben, quand j'étais en stage, ben, Philippe ne pouvait pas s'entraîner tout seul. Et il faut que le guide puisse s'entraîner tout seul. Et à l'époque, bon, avant d'être en équipe de France, je m'entraînais 2 à 3 fois par semaine, ce qui veut dire que Philippe avait le temps de s'entraîner de son côté. Et quand j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus, ben, en fait, Philippe avait plus le temps de s'entraîner. Et je commençais, moi, à aller de plus en plus vite. Mais Philippe, lui, au lieu de pouvoir me suivre, avait beaucoup plus de difficultés. Pourquoi? Parce que le problème de l'entraînement, c'est que moi, je vais faire mes entraînements à mon rythme. Donc, les entraînements qui vont être donnés, les cadences qui vont être données, les temps qu'on va nous demander de faire, ce sont des temps qui sont les miens, pas ceux de Philippe. Et pour qu'un guide soit toujours plus rapide que l'athlète, il faut qu'il puisse s'entraîner à son allure à lui. Donc, quand moi, on me demande de travailler à 80-90% de ma vitesse maximum, mais le guide, lui, en fait, en réalité, il s'entraîne à 60-70%. Ce qui fait que, au lieu de progresser, ben, il va stagner. Moi, je vais progresser et à un moment donné, je vais arriver à être aussi rapide que lui. Et là, si je suis aussi rapide que lui, ben, il y a forcément un problème, surtout sur 400 mètres, parce qu'il faut se comprendre que le guide, sur 400 mètres, on court à deux, on est sur deux couloirs ensemble, l'un côté de l'autre, on a le droit à deux couloirs, mais l'athlète est toujours dans le couloir intérieur. Et ce qui fait que le guide, lui, fait plus de distance que l'athlète. Donc au lieu de faire un 400 mètres, lui, il fait 405, 407 mètres. Et en devant être aussi rapide que l'athlète. Donc, ben, il faut que lui puisse s'entraîner à son allure. Et donc, ben, il a fallu qu'on trouve d'autres guides. C'est comme ça que, par exemple, entre autres, je me suis, on s'est rapproché de Denis,
qui va devenir mon guide emblématique. C'est-à-dire que souvent, les gens, quand ils me connaissent avec Denis parce que Denis, c'est l'athlète avec qui le guide avec qui je vais travailler pendant plus de 10 ans. Et après, au moment où on va parler un peu plus du handisport, c'est avec lui qu'on va me voir en fait. Dans les vidéos que vous allez voir tout à l'heure, d'ailleurs, c'est avec lui qu'on me voit. Et donc, on commence à travailler d'abord avec Denis. Et ensuite, on réussit à trouver 2 autres guides qui vont me permettre, moi, de m'entraîner 2 fois par jour. Mais sur les 2 fois par jour, il y a très peu de jours où je vais m'entraîner 2 fois avec Denis. Il y a une fois où je vais m'entraîner une fois le matin avec lui, puis avec un autre guide l'après-midi. Le lendemain, je vais m'entraîner le matin avec l'autre guide, et puis ce sera l'après-midi avec Denis, euh, et ainsi de suite. Donc, on essaye de répartir le travail entre les différents guides. Chaque guide, en plus a sa spécificité. Denis, ça va être le guide officiel, et il va y avoir d'autres guides autour avec qui je vais travailler plus les parties sprint technique, la partie un peu plus longue, tout ça. Et on va réussir à répartir ce travail-là entre les guides tout au long de la semaine et tout au long de l'année aussi, parce qu'il faut aussi se dire que le guide, c'est comme moi, c'est un homme, hein, donc il peut tomber malade, il peut se blesser. Donc il faut qu'il soit opérationnel aussi en compétition. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit le même guide qui soit toujours en compétition pour que les autres guides puissent être capables du jour au lendemain de venir remplacer Denis et que je puisse aller en compétition, même sur une compétition internationale, être avec un des 2 guides qui est en plus de Denis. Ok, merci pour ces précisions. On va peut-être lancer la petite vidéo Ouais. avec le guide Denis, du coup. Ouais, Hop, je celle vais de vous Vincent. partager. Leur union ne tient qu'à un fil, mais les liens sont solides. Aladjiba, sprinter non-voyant, et Denis Auger, son guide, répètent quotidiennement leur gamme dans l'anonymat du bois de Vincennes. Alors en cadence, les 2 hommes enchaînent les séquences. En plus que d'être ingénieur de son, je suis DJ et musicien. Et je dis que l'athlète, c'est de la musique. On apprend une leçon comme une leçon de solfège. Et après, en course, c'est répéter cette leçon et en jouer la partition. On a un tempo à prendre, les pieds qui tapent en même temps sur le sol. Ça je l'entends. Donc effectivement, la musique, là, je l'entends vraiment, quoi. Et la musique est bonne puisqu'Aladji et Denis courent le 400 mètres en 52 secondes 46 centièmes, 7 secondes du meilleur français valide et moins d'1 seconde de la meilleure française. La recette, une synchronisation et un feeling sans faille. L'athlète, faut qu'il puisse ressentir ce que veut lui faire comprendre le guide, parce que tout ne passe pas forcément par la parole. En général, Aladji, il a toujours tendance à partir un peu sur la gauche, donc la cordelette. Moi, je tire avec vers moi, je le ramène vers moi au biais de la cordelette. Donc son bras se décale vers moi et il arrive à s'orienter tout de suite dans le sens de la course. Vous l'aurez compris, la performance est le fruit d'un travail d'équipe de 2 athlètes à l'unisson. Jusqu'à Sydney, les guides n'avaient pas le droit de monter sur le podium. Et nous, on a fait complètement de révolution à Sydney. On a fait monter tous les guides sur les podiums. Je suis aussi content que ça ait été moi qui l'ai fait tout seul. Hein. J'ai mes propres records sur 400 mètres et j'ai mes records avec Aladjiba sur 400 mètres. Auger, un tandem qui compte bien à nouveau sortir du bois pour fouler les podiums. Rendez-vous donc à Pékin. Donc voilà, c'est une vidéo qui a été faite 3 semaines avant, 15 jours, 3 semaines avant notre départ pour les Jeux de Pékin. Et en fait, là, vous voyez, c'est une séance spécifique qu'on fait dans les côtes, sur une côte qui est derrière l'INSEP à Paris. Et cette séance, elle est assez importante parce que justement, c'est non seulement on fait le travail de côte qui est spécifique à tous les athlètes, même les athlètes valides font ce genre de séance, mais en plus, ça nous fait en plus travailler vraiment la synchronisation entre le guide et l'athlète parce que c'est une côte qui est un peu en dévers. Et donc, on est amené à essayer de toujours se retrouver. C'est-à-dire que quand on est guidé,
à un moment donné, ce qu'explique Denis, et ce que j'explique aussi un peu, c'est la cordelette qui donne l'information. Mais le bras aussi est important. C'est-à-dire que pendant une course, on ne se parle pas. C'est vraiment que la cordelette qui va donner l'information. Et la position du bras. C'est-à-dire plus on va être en contact avec le guide, avec la main, avec le bras, avec l'épaule, ben, automatiquement, on va être synchronisé. S'il y a un de ces points-là qui est détaché, ben, on va être un peu éloigné et moi, je ne vais plus ressentir le guide. Et sur les côtes, comme ça, ben, quand on est un peu en dévers, ben, c'est encore plus flagrant, ce qui fait qu'automatiquement, on est amené à, à être encore beaucoup plus vigilant dessus et ce qui nous fait vraiment travailler notre synchronisation. Ok, très intéressant. Merci d'avoir réagi à la petite vidéo. Et justement, dans le chat, on a d'autres questions par rapport au guide. Donc, justement, quand vous avez des compétitions, comment le guide est choisi? Selon la forme du moment ou question de stratégie? Alors, aujourd'hui, on va dire que c'est une question de stratégie. À l'époque, je n'avais pas trop le choix parce que quand je suis rentré en équipe de France, c'était un peu la première fois qu'on travaillait avec un non-voyant et ses guides en tant que sprinter. Donc, je n'avais pas trop le choix. Je me retrouvais qu'avec un seul guide. Et, et c'était, ben, des fois, c'était un peu à mes dépens, parce que moi, j'ai commencé sur 100 mètres et 200 mètres. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai été obligé de monter sur 400 mètres, parce que Philippe, bon, donc le guide avec qui j'ai commencé à travailler, ben, en fait, était plus un coureur de 800 et 1500 mètres, ce qui faisait qu'il avait un très mauvais départ sur 100 mètres. Et moi, ben, c'était assez compliqué pour moi, puisque quand je partais sur 100 mètres, je partais assez rapidement et lui avait du mal à partir, ce qui faisait que ben on n'avait pas la possibilité d'être vraiment au top sur 100 mètres. Donc il a fallu faire une sorte de compromis. Et le compromis, c'est qu'il a fallu que je monte sur 400, ce que je ne voulais pas faire au départ. Et, mais bon, je m'y suis fait. Et, et donc, ça a amené à ce que voilà, le travail qu'on a fait avec Philippe et ensuite qu'on a fait avec d'autres était vraiment axé sur le travail sur 200 et 400, ce qui faisait que moi, je pouvais partir avec n'importe lequel de mes guides, en fait. Denis, étant le guide principal avec qui je m'entraînais le plus souvent, qui était mon premier guide, on va dire, il a fallu que, ben, à l'époque, je partais avec lui. Après, à Athènes, c'est le seul moment où j'ai eu cette chance-là, c'est que deux de mes guides sont venus, donc Denis et un autre guide qui s'appelle Guy. Et Guy est venu parce que une athlète de l'équipe de France n'avait plus de guide. Et en fait, je lui ai prêté mes guides, en fait. Donc, ça veut dire que Denis a fait 800 mètres avec elle. Et Guy a fait le 100, le 200 et le 400 avec elle. Cette athlète s'appelle Asseleni. Et en fait, j'ai partagé mes guides. Et ce qui faisait que Guy a fait le 200 mètres avec moi, puisque c'était Guy plutôt un sprinter pur, 100-200. Et j'ai fait le 400 avec Denis. Et ça a été une sorte de stratégie parce que on savait que le travail avec Guy sur le sprint, sur le 200 mètres, allait m'amener. En fait, c'était une sorte de rampe de lancement pour mon 400 derrière après. Ok, très bien. Et du coup, une autre question, comment sont valorisées les performances des guides aux Jeux paralympiques, aux JO? Ça dépend du pays organisateur. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à demander au comité paralympique à ce que les guides d'athlétisme, je ne parle pas des guides d'athlétisme, parce que les autres guides, par exemple, pour le paracyclisme ou ouais, le tandem et tout, en fait, les pilotes sont automatiquement médaillés, alors que les guides en athlée, si le pays ne décide pas de les médailler, ils ne sont pas médaillés. Par exemple, c'est ce qu'on a vu
à Sydney, c'est ce que j'expliquais un peu à Sydney, cette histoire de révolution qu'on a fait sur les podiums, c'est que justement, jusqu'à là, en fait, les guides n'étaient pas sur les podiums. Et en fait, moi, je dis que c'est une révolution, mais en fait, c'est une révolution sans être une révolution. C'est que quand on est médaillé, le premier qui monte sur le podium, c'est le médaillé de bronze. Et donc, moi, je monte sur ce podium. Et ce n'est pas un podium classique, puisque c'est un podium qui reçoit aussi les fauteuils. Et donc, il y a toute une rampe qui fait qu'on monte sur le podium. Et Philippe a été obligé de m'accompagner sur cette rampe. Et il a voulu redescendre. Et je lui ai dit, non, non, reste là. Et il me dit, non, mais nous, on n'est pas censé être là. Je lui ai dit, reste là. Et il est resté. Et comme en plus, celui qui nous remettait la médaille, c'était le président de la Fédération française handisport, donc c'était aussi bien qu'il reste sur le podium. Et donc, les autres ont fait la même chose. L'Espagnol et puis le Portugais ont fait la même chose. Et à partir de là, en fait, toutes les autres disciplines, sur les autres disciplines, en fait, les autres podiums, les guides sont montés sur les podiums. Ok, donc vous avez lancé un petit peu les autres pour C'est qu'ils ça. puissent aussi être valorisés. Et c'est beau du coup, Exactement. parce que vous êtes Et, tous les deux. et nous, à Sydney, il n'y avait pas de médaille. Et le président de la fédération, lui a été surpris parce que c'est comme celui qui remettait les médailles. Il se retourne vers le protocole pour prendre la médaille de Philippe. Et le gars lui dit, non, le guide n'est pas médaillé. Et 2 ans après, il y avait les championnats du monde à Villeneuve-d'Ascq qui nous a promis que le guide serait médaillé à Villeneuve-d'Ascq. Et c'est ce qui a été fait. Tous les guides à Villeneuve-d'Ascq, même ceux qui n'étaient pas les guides officiels, puisque on peut être guidé par des guides de l'organisation, parce qu'il suffit qu'un athlète ou un pays n'ait pas la possibilité d'amener un guide. Mais en fait, l'organisation peut fournir un guide. Et là, il y a des personnes qui ont été médaillées, alors qu'elles n'étaient pas le guide officiel des athlètes. D'accord. Bon, en tout cas, dans le chat, bravo pour cette initiative. Donc, ouais, c'est beau, effectivement. Ouais, et puis en plus, le guide est très important en fait dans le travail C'est ça. qu'on a. S'il n'y a pas de guide, on ne peut pas courir. Donc Mhm. il faut comprendre que le guide est un élément essentiel de notre travail. S'il n'y a pas de guide, pas d'athlète. C'est ça. Mhm. Très bien. Et du coup, dans votre parcours, quels ont été les plus grands obstacles à surmonter et surtout, comment les avez-vous affrontés? Est-ce qu'il y a des choses marquantes que vous voudriez nous partager? Alors, voilà, il y a plein de choses. Parce que, comme je dis, moi, j'ai un peu défriché le truc, puisque on connaissait comment dire, les courses fauteuils, mais les courses non-voyants, on ne l'avait jamais vu. La première fois que les gens voient une course non-voyant de façon officielle, c'est en 99, lors des championnats du monde de Séville. Il y a une démonstration, il y a 2 démonstrations. Il y a des démonstrations sur 100 mètres pour les femmes et 200 mètres chez les hommes. Et chez les hommes, ils prennent les 8 meilleurs mondiaux, ceux qui étaient dans les 8 au championnat du monde l'année précédente, en handisport en tout cas. Et en fait, là, comme c'est une compétition qui est en direct, mais en fait, en France, on voit pour la première fois sur les antennes des athlètes non-voyants courir. Donc c'est comme ça qu'on apprend à me connaître, moi, en France. Et donc à ce moment-là, les difficultés, c'était de trouver un guide d'abord, parce que c'est pas simple de trouver un guide. Trouver un guide, c'est n'importe qui peut servir de guide. Si vous voulez faire une course sur route comme ça, c'est pas un problème. Par contre, dès que vous voulez faire du sprint, ça devient très compliqué parce qu'il faut que la personne court aussi, voire plus vite que vous. Par exemple, sur 200 mètres, on estime que pour avoir un bon guide, il faut que le guide aille 1,5 seconde plus vite que vous. Mhm. Sur 400, c'est entre 2 et 2 secondes et demie. Là, par exemple, moi, mon record, c'est 52 secondes 46 à Athènes. Il faut savoir que Denis, 2 mois avant Athènes, il fait 50 secondes 46.
Mais au moment de la course d'Athènes, il est super à l'aise sur la course. C'est-à-dire qu'il vaut moins de 50 secondes ce jour-là. Et c'est pour ça qu'il me permet de faire 52 secondes. Donc, le premier obstacle, c'est de trouver le guide et de pouvoir s'entraîner avec un autre guide. Donc ça, on a pu le trouver. Mais après, il y a tout ce qui est la reconnaissance. Donc, trouver un équipementier qui n'a pas été forcément très simple, puisque les équipementiers à l'époque, les sponsors sportifs, eux, misaient sur les personnes qu'on pouvait connaître. Et un non-voyant qui court, c'est très bien, mais est-ce que ça peut rapporter de l'argent si jamais on le sponsorise? Après, c'est les sponsors en tout genre, hein. C'est pas que les équipementiers. Moi, je me suis entraîné quasiment pendant 4 ou 5 ans en tant que sportif de haut niveau sans sponsor. J'ai réussi à avoir un équipementier très tôt. On va dire que j'ai eu de la chance, beaucoup de chance, parce que il y a eu cette course à Séville en 99. Et surtout, moi j'étais avec l'équipe de France d'athlétisme et je connaissais déjà certains athlètes puisqu'ils m'avaient rencontré sur des courses, sur des meetings spécifiques en région parisienne, dont une qui est Christine Aron. Et le jour où je cours à Séville, Christine Aron est en séance de dédicace pour Reebok. Et elle demande à la personne de Reebok d'arrêter la séance de dédicace parce que je courais. Et elle lui dit, faut que tu viennes voir Aladji courir parce que ce qu'il fait, c'est fort. Elle dit, mais oui, mais tu as une séance de dédicace. Ouais, si tu veux, on la reprend après. Mais il faut qu'on aille le voir courir parce que j'ai envie de le voir courir. Et donc, l'autre chance que j'avais, c'est qu'il y avait la présidente de Reebok Europe qui était là et qui dit à celle qui s'occupe des athlètes Reebok à l'époque, il faut aller le voir courir. Et donc, elles viennent me voir courir et Christine lui dit, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour lui? Et la présidente de Reebok Europe dit, ouais, il faudrait essayer de voir ce qu'on peut faire. Et d'autres athlètes viennent voir celle qui nous manage chez Reebok en lui disant, mais il y a un Français non-voyant qui court, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc pour lui? J'ai discuté avec lui, mais lui, il n'a pas d'équipementier. Et elle décide quand même de me rencontrer. Et c'est elle qui me raconte ça au moment où je signe le contrat chez Reebok. Elle me raconte cette histoire-là. Et le pire de tout, c'est qu'à l'époque, j'étais anti-Reebok. J'étais anti-Reebok et j'avais tout fait pour aller chez Adidas ou chez Nike et je ne voulais pas aller chez Reebok. Et c'est la seule marque qui a voulu me prendre tout de suite. Et je lui dis, moi j'ai vraiment un problème avec Reebok. C'est même pas que vous êtes méchant, machin, c'est que j'ai un problème. Et en fait, mon problème date depuis que je suis tout petit, c'est que en fait, je suis fan aussi de Michael Jordan. Et j'avais appris que Reebok l'avait refusé. Et donc j'ai dit, je ne porterai jamais de Reebok. Donc jusqu'en 99, je n'avais jamais porté une paire de Reebok. Et là, à partir de là, j'ai porté du Reebok pendant 5 ans. Ok, donc bien équipé grâce à Reebok. C'est ça. Grâce à Reebok, puis après je suis allé chez Nike après. Mais voilà, moi en fait, on va dire que je me suis retrouvé avec beaucoup de difficultés parce qu'à l'époque, donc il n'y avait pas du tout il n'y avait rien pour nous, et il a fallu qu'on défriche un peu tout ça en fait. Ok, pour vraiment adapter effectivement Ouais. que ce soit accessible pour vous finalement. C'est ça, et puis petit à petit, alors après moi, ce que je n'ai pas dit aussi, une des raisons qui a fait que j'ai continué le sport, c'est une histoire de transmission. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à m'entraîner avec Olivier, déjà, on m'avait dit, quand j'étais à l'Institut, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire du sport, de l'athlétisme? C'est dangereux, tu ne vois pas, machin.
Je dis, mais c'est adapté quand même. On est avec des gens qui connaissent le truc. Donc, ah non, non, mais il faut absolument que tu arrêtes. Ça t'amènera à rien. Voilà. Et quand on a commencé à s'entraîner avec Jean Minier, on était plusieurs élèves à s'entraîner. Et au bout d'un moment, il y en a plein qui ont arrêté. Et quand j'ai posé la question de savoir pourquoi ils avaient arrêté, ils m'ont dit, ben, nos parents nous ont dit que c'était trop dangereux de courir en étant non-voyant, machin, donc on a décidé d'arrêter. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Il faut montrer que c'est pas parce qu'on est non-voyant qu'on n'est pas capable de pouvoir courir. Et donc, mon idée, c'était courir pour transmettre cette idée. Transmettre 3 idées. La première, c'est de dire que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas faire de sport. Dire au grand public qu'il existe des personnes en situation de handicap qui courent. Et dire aux parents de personnes en situation de handicap, vos enfants sont en situation de handicap, mais ils peuvent faire du sport. Et quand on est qualifié pour les championnats du monde en 98 avec Philippe, c'est des championnats du monde de déficients visuels. Et il faut savoir que quand on part à ces championnats du monde, on est 3 athlètes français à partir. 3. Et on arrive au championnat du monde, on se retrouve avec des pays en voie de développement qui sont censés ne pas avoir d'argent et qui se retrouvent avec 15-20 athlètes. Et je dis, c'est pas possible. Alors on me dit, oui, il y a des pays comme la Libye, oui, ils sont 15-20, mais c'est l'argent de Kadhafi. Je dis, oui, peut-être c'est l'argent de Kadhafi, ça c'est un fait. Mais c'est un pays en voie de développement. Et il faut savoir que dans ces pays-là, le handicap est caché. Donc, comment ces personnes en situation de handicap sont cachées et on les envoie à 5000 km pour aller faire du sport. Alors que nous, 5e puissance mondiale, on est incapable de sortir ne serait-ce que 10 athlètes déficients visuels pour aller faire du sport à 500 km de là. Donc, ça a été un peu ma croisade, en fait, au début, qui était de transmettre ça et de donner la possibilité à d'autres athlètes déficients visuels et d'autres athlètes en situation de handicap de faire du sport. Très bien, très, très inspirant en tout cas, et c'est ce qui se redit dans le chat. En tout cas, merci pour ce partage très inspirant. De rien. Et on a d'autres commentaires. Donc, le parcours sportif de haut niveau est fabuleux et très inspirant. J'ai une question sur le plan professionnel. Aladji est ingénieur du son et DJ. Ces choix professionnels ont-ils été un choix volontaire, travail affiné de l'audition, ou contraint par la situation de non-voyant? Quelles sont les aides, obstacles et adaptations dont il a bénéficié dans son parcours professionnel? Alors, j'ai été DJ et ingénieur de son juste parce que j'étais. Alors, DJ parce que j'étais d'abord musicien et j'adore la musique. Et en fait, j'ai d'abord été DJ à l'école pour faire de la musique, pour animer les soirées à l'école. Et un jour, en fait, j'ai un ami qui m'a dit comment dire, en fait, c'était lors d'une fête et j'étais en train d'ambiancer en fait la fête. Pas musicalement, mais à ce moment-là, c'était plus ambiancé avec les gens, machin. Et lui me dit qu'il devrait faire DJ parce que moi, je t'ai connu avant, tu n'étais pas du tout intéressé d'ambiancer les gens, tu faisais beaucoup de choses, mais tu faisais pas, en tout cas, tu n'ambiançais pas les gens. Il faudrait que tu fasses un truc comme DJ pour ambiancer, pour aider et faire la fête avec les gens. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu DJ, parce que je me suis un peu plus intéressé à ça. Et le métier d'ingénieur du son, il est juste venu parce que quand j'étais à l'école, je faisais des ateliers autour du son, de la radio, du journalisme en radio. Et ça m'a intéressé. Et j'ai décidé de faire des études d'ingénieur de son là-dedans. Donc, alors, j'ai fait des études d'ingénieur de son que j'ai dû arrêter quand je suis devenu sportif de haut niveau. Et j'ai pu travailler un peu à gauche et à droite, entre autres à France Télévisions, quand j'étais sportif
sportif de haut niveau, parce que j'ai réussi à avoir des conventions pour travailler là-bas. Mais après, j'ai arrêté ce métier d'ingénieur du son. Ok, merci pour cette réponse. Pour rester un petit peu dans le monde professionnel, est-ce que vous avez un conseil pour donner par exemple à un salarié ou à un manager qui accompagne un collègue en situation de handicap, une action simple mais qui change tout, quelque chose qu'on pourrait transmettre facilement? Alors, déjà, une chose, il faut se dire qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne à part entière, une personne comme n'importe qui. Et que elle a les mêmes besoins, les mêmes envies que n'importe quelle personne qui va travailler dans une entreprise, sauf que il faut juste adapter son poste de travail s'il y a besoin de l'adapter. Et la personne, comme j'ai dit, c'est une personne à part entière, donc c'est une personne qu'il ne faut pas infantiliser. Souvent, le problème autour des personnes en situation de handicap, c'est qu'on les infantilise. On pense faciliter leur vie de tous les jours, leur quotidien, en disant bah, tiens, je vais t'aider à faire ça. C'est pas forcément l'aider parce que faire à sa place, ça veut dire bah, tu n'es pas capable de le faire, bah, donc je vais le faire à ta place. Alors que peut-être que cette personne est capable de le faire peut-être mieux que vous, ou peut-être que même elle est peut-être capable de vous donner des astuces pour que vous-même fassiez mieux. Et ça, en fait, il faut l'entendre. Alors, souvent, des personnes valides ne l'entendent pas parce qu'ils se disent, bah, comme elle est en situation de handicap, elle est forcément diminuée. Une personne en situation de handicap, elle est peut-être diminuée sur certains points, mais elle n'est pas forcément totalement diminuée. Elle n'est pas, une personne ne voit pas ou elle est en fauteuil, mais peut-être que sur certaines choses, elle va peut-être vous aider à pouvoir faire ces choses, d'autres choses. Donc il faut euh, pas l'infantiliser et, lui donner, et l'aider à accomplir ce dont elle a besoin. C'est-à-dire que si elle a besoin de quelque chose, elle vous le demandera. Si elle ne le demande pas, c'est qu'elle n'en a pas besoin. Donc Ok, c'est ce genre de conseil qu'il faut, ce qui est bien d'être, de suivre. Puis de l'autre côté, bien sûr, une personne en situation de handicap, il faut aussi qu'elle comprenne qu'elle est situation d'handicap, mais qu'elle n'est pas non plus le boss de tout le monde. Comme on dit, notre handicap ne nous donne pas tous les droits en fait. Mm. Donc voilà. Très bien. Et dans le chat, on parle aussi effectivement des handicaps invisibles comme l'autisme. Donc effectivement, Aussi, ouais. c'est important de ne pas infantiliser. Tout à Infantiliser. fait. Et puis, Mm. et puis c'est bien aussi de se manifester. C'est-à-dire que souvent, ben, justement, les personnes en situation de handicap ne vont pas forcément se manifester auprès des gens, vont pas dire qu'elles sont en situation de handicap parce qu'elles ont peur de la réaction des gens et surtout ben, d'être dégradées au sein de leur boulot. Moi, on a souvent fait des interventions dans des entreprises et souvent, ben, les gens me disaient, moi, au départ, je n'osais pas dire que j'étais déficient visuel, malvoyant ou que j'avais une perte d'audition. Et souvent, la personne qui était malvoyante ne le disait pas. Pourquoi? Parce que il était graphiste et que c'était tout son boulot, quoi. Il savait faire que ça. Et il imaginait qu'en disant qu'il était déficient visuel, bah, qu'on allait le déplacer de son poste. Alors qu'il existe des outils pour que lui, en tant que déficient visuel, puisse les utiliser en agrandissant les choses, sans que ben, son travail soit altéré. Donc il faut justement se manifester pour que justement il y ait des choses qui existent et que les personnes qui s'occupent de la mission handicap dans les entreprises puissent les aider à adapter leur poste de travail pour que ben, cette personne-là ben, ne change pas de poste, qu'elle garde le même poste, qu'elle fasse la même chose, mais en ayant le même poste. Ok, Un poste adapté, pardon. très bien. Et on arrive bientôt à la fin, donc Ouais. encore une petite question par rapport cette fois-ci à vos projets futurs, qu'ils soient sportifs ou autres. Quels sont-ils? Alors, déjà, c'est de me remettre. Parce qu'en fait, là, j'ai plusieurs opérations qui ont déjà été faites et qui vont être faites. Ce qui fait que en ce moment, je suis un peu à l'arrêt sur le plan sportif et en même temps un peu sur le plan professionnel, puisque
pour le moment, je me déplace beaucoup moins. Alors que jusqu'au Jeux de Paris 2024, j'étais partout en France. J'arrêtais pas de bouger. Et l'idée, c'est là, je pense que je dois encore avoir une ou deux opérations qui doivent arriver d'ici février. Et puis après, c'est de pouvoir reprendre à plein temps mes activités de conférencier. De pouvoir travailler avec différentes entreprises pour peut-être mettre des choses en place au sein des entreprises pour adapter certaines choses pour les personnes en situation de handicap. Et voilà, donc c'est encore beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Que ce soit sur le plan professionnel ou le plan parasport, puisqu'on nous vantait les joies de Paris 2024 en nous disant il y a plein de choses qui vont changer après Paris 2024. Moi, j'étais très sceptique. J'ai toujours dit, avant Paris 2024, qu'est-ce qui va se passer le 9 septembre 2024 ? Aujourd'hui, on a la réponse. Les budgets du sport ont été réduits. Au niveau du parasport, oui, on en parle beaucoup plus. Mais c'est pas pour autant qu'on est beaucoup plus visible. Et voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Moi, j'attends de voir comment vont se passer les Jeux de Cortina d'Ampezzo dans 4 mois, parce que justement, ce sont les Jeux d'hiver paralympiques, donc on est censé avoir à peu près la même couverture que les Jeux de Paris. Et je ne suis pas sûr que France Télévisions diffuse autant les Jeux d'hiver qu'ils n'ont diffusé les Jeux de Paris 2024. Donc voilà, et puis j'attends de voir aussi comment vont se passer les Jeux en France en 2030, puisqu'on a les Jeux d'hiver en 2030. Donc j'espère que d'ici là, beaucoup de choses auront changé, que beaucoup de choses auront avancé, et qu'on pourra se retrouver avec des Jeux d'hiver, les Jeux paralympiques d'hiver en diffusion continue, comme on a eu les Jeux de Paris 2024 en quasi continu. Très bien. Et du coup, pour conclure, est-ce qu'il y aurait un message que vous souhaiteriez transmettre à nos collaborateurs aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de votre parcours ? Voilà, si on conclut sur cette jolie présentation. Mais retenir que oui, j'ai un parcours inspirant, mais qu'il faut se dire que ce parcours, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi, qui l'ont eu, mais qui sont moins visibles, puisque moi, ce qui m'a mis en avant, c'est le sport. Eux ont un parcours professionnel qui est aussi fort, mais qui n'ont pas forcément, pardon, excusez-moi, c'est la fin de la réunion, qui n'ont pas forcément été mis en lumière, parce que ils n'ont pas eu cette lumière des jeux, du sport en particulier, qui va les mettre en avant. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes en situation de handicap qui font ce que je fais, et ce que j'ai fait, et qui le font aujourd'hui, et qui peuvent vous démontrer que je suis pas un ovni. Voilà. Ok. Très bien. En tout cas, c'était très intéressant de partager. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose encore à Aladji, du coup, avant qu'on termine sur cette conférence ? Est-ce qu'on ne peut pas mettre une petite vidéo pour montrer un peu comment se passe la course en elle-même, Bien sûr. la vidéo d'Athènes, c'est la finale du 400 mètres à Athènes, et pour montrer un peu comment se passe la course guidée. Bien sûr, on peut faire ça, comme ça. Hop, avant de se quitter, une petite démonstration. Tout à fait, à Athènes. Au départ, la finale du 400 mètres non-voyant avec le français Aladjiba qui aura fort à faire. Il y a dans cette finale l'angolais José Armando et notamment l'espagnol Luis Bulido qui a battu Aladji hier
en demi-finale. Boulido, couloir numéro 3, Aladji est parti tout en haut de votre écran, plus vite que l'Angolais José Armando, c'est quand même une surprise. Mais Aladji, en fait, a pris tous les risques et Armando est en train de faire son retour maintenant, maillot noir, l'Angolais, qui revient quasiment à hauteur d'Aladjiba. Attention au virage, il ne faudrait pas que Aladji se désunisse, car Boulido également avec son maillot rouge, l'Espagnol est toujours dans la course. Il y a Gerki Vaniukin, l'Ukrainien à la corde, qui semble battu. José Armando qui détient le record du monde en 50 secondes et 3 centièmes. Débouche en tête, attaqué par l'Espagnol Boulido, alors qu'Aladjiba est à la lutte pour la médaille de bronze. Accélération de l'Angolais José Armando qui va réussir encore un super chrono. Tout près de son record du monde, à 7 centièmes exactement. Et Aladji prend une excellente 3e place. Et voilà pour la finale du coup à Athènes. C'est ça. Très bien. C'est ça. Eh bien, écoutez, ce webinaire touche à sa fin. On vous remercie du coup avec Aladji pour votre participation, vos questions dans le chat aussi. Merci beaucoup. Effectivement, il y aura un replay disponible sur la chaîne YouTube Service Welly. Donc, vous pourrez retrouver ce replay directement. Et en tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci à vous. Nous vous souhaitons une bonne journée en tout cas.